Notre invité plateau a 35 ans, mais ça fait déjà 15 ans qu'il siège au conseil communal de la ville de Bruxelles, d'abord comme simple conseiller communal dans l'opposition, et puis en 2018 dans la majorité. Il est donc échevin à la ville de Bruxelles, comme le fut son père, en charge des affaires économiques, de l'emploi, de la Smart City et de la simplification administrative. Nous accueillons Fabien Minguin. Bonjour Fabien Minguin, merci d'être sur le plateau de Plus d'Actu. D'abord la grosse actualité de la journée, si vous voulez bien, ça se passait au niveau fédéral, avec la présentation des mesures de soutien aux ménages pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. 1 milliard 100 millions, et pourtant votre parti Défi trouve que ce n'est pas assez. Mais c'est surtout trop tard et mal ciblé. On a attendu longtemps cet accord qui se voulait juste, qui se voulait trouver et apporter une solution pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. Et finalement, on a une addition de mesures qui risque de rater le coche et d'être bien insuffisante par rapport à la hausse que représente le coût de l'énergie, avec évidemment des secteurs qui sont oubliés, comme le gaz, qui ne font pas partie de l'accord. Ce chèque de 100 € qui n'est pas ciblé. Or, il avait été vendu comme justement permettant une certaine justice sociale, voire fiscale. Et donc je crois effectivement que le gouvernement fédéral, de nouveau dans sa complexité à se mettre d'accord et à essayer de jouer une partition à l'unisson, rate le coche de la réponse qui était attendue par les citoyens. Ça veut dire qu'il fallait aller au-delà des 1 milliard 100 millions d'euros, quitte à déstabiliser le budget ailleurs ? Mais par exemple, sur le chèque en one-shot de 100 € non ciblé, donc qui va permettre à tout le monde d'en profiter, c'est une réponse insuffisante pour ceux qui ont connu parfois des augmentations de 300, 600 €. Et à l'inverse, on ne prend aucune mesure sur le coût du gaz. Il aurait peut-être fallu rééquilibrer là-dessus les mesures pour avoir quelque chose qui était plus impactant sur l'ensemble des consommateurs, mais également les grands oubliés, les entreprises qui, elles aussi, connaissent des difficultés par rapport à l'augmentation du coût des énergies. Alors, grande actualité de votre échevinat, on va s'intéresser à ça maintenant, c'est un schéma de développement commercial que vous avez présenté hier soir au conseil communal de la ville de Bruxelles. L'idée, c'est quoi ? C'est une politique un peu plus cohérente, un peu plus lisible et prévisible sur quel type de commerce on veut dans quel quartier, c'est ça ? C'est ça. Le but, c'était de se doter d'une stratégie pour l'ensemble des quartiers commerçants de la ville, tant pour, d'abord, le collège, un plan transversal porté par l'ensemble de mes collègues et des départements dans leurs compétences, pour créer un environnement favorable à la dynamique commerciale et à l'expérience commerciale. Et puis, c'était aussi d'avoir, pour les acteurs privés, une lisibilité par rapport aux projets politiques définis pour chaque quartier. Quelle est l'ambition du quartier ? Quels sont stratégiquement les flux de clientèle qu'on veut attirer ? De voir si, du coup, le projet commercial rencontre la demande qu'on espère attirer. Alors, il y a 54 objectifs, 180 mesures, on ne va pas détailler tout. Je voudrais qu'on s'arrête sur deux quartiers en particulier. Le quartier européen pour commencer, donc autour de la rue de la Loi, Square de Méus, Rond-Point Schumann, etc. Avec le Covid et l'essor du télétravail, on sait que ce quartier a beaucoup souffert, avec des restaurateurs, il y a beaucoup de sandwicheries, notamment dans ce quartier-là, qui se retrouvent le bec dans l'eau. Il faut réorienter le commerce, là ? Oui, c'est sans doute un des quartiers qui a le plus souffert du Covid, avec le centre-ville, qui était un peu monofonctionnel. C'est 90% de l'offre commerciale qui est dédiée à l'Horeca et qui travaillait sur un flux de clientèle, les bureaux et les fonctionnaires. Ou les lobbyistes, oui. Pourtant, on a un quartier de qualité dans son offre. On a des Horeca vraiment de qualité, on a des traiteurs de qualité. Et donc, on pense que typiquement dans ce quartier-là, en multipliant les flux de clientèle, en s'adressant un peu plus aux habitants qui habitent le quartier, en s'adressant un peu plus aux gens qui pourraient venir dans le quartier consommer, il y a moyen de lui redonner un souffle économique. Ça veut dire très concrètement qu'il va y avoir un moratoire sur les sandwicheries ou sur certains types d'Horeca dans ce quartier-là ? Oui, je crois que quand on a un quartier qui est à 90% composé d'Horeca, il ne faut plus en rajouter. Je crois par contre, si on veut en faire aussi une destination commerciale, qu'on peut sans doute renforcer le commerce de détail. Et donc ça veut dire très concrètement, Fabien Minguin, oui. J'ai un projet de sandwicherie ou de restaurant dans ce quartier-là, je dépose un projet, vous allez me le refuser. Alors, si vous demandez ce qu'on appelle un changement d'affectation, vous trouvez une cellule qui aujourd'hui n'est pas dédiée à l'Horeca et vous me dites mais j'aimerais y faire un Horeca, on va vous refuser le permis d'urbanisme pour être très concret et on va vous dire qu'il y a peut-être, malheureusement vu les difficultés, un Horeca ou un espace qui a déjà affectation qui pourra accueillir votre projet. Alors, même chose pour le centre-ville, le piétonnier. Là aussi, il y a beaucoup d'Horeca et on dit parfois que ce n'est pas de l'Horeca de très bonne qualité. Il y aura aussi un moratoire là ou pas ? Alors, sur la zone piétonne, l'objectif c'est vraiment là aussi la diversifier des flux. On veut travailler sur le besoin des habitants, dans le cadre de la ville à 10 minutes, sur... La ville à 10 minutes, je vous coupe, je réexplique, c'est l'idée qu'on doit avoir tous les services à moins de 10 minutes à pied de chez soi. Exact. Ouais. Et comme on est dans le Pentagone avec une zone fortement peuplée, le piétonnier, la zone piétonne, doit pouvoir aussi offrir des commerces qui répondent à ça. Donc boulanger, cordonnier, supermarché, exactement. Ouais. Et puis,
oui, on veut remettre des commerces destinés. On veut redonner en fait la possibilité à tous les types de clients de trouver une offre commerciale qui les intéresse dans le centre-ville et certainement sur la zone piétonne. Et oui, aujourd'hui, il y a 55% d'Horeca, ça nous semble suffisant. Je crois qu'on peut essayer effectivement d'avoir une certaine transformation de cet Horeca qui est historiquement... Donc là aussi, il y a un moratoire sur l'Horeca. Si il y a je aussi un viens moratoire. Avec un projet de café, je ne l'aurai pas. Changement d'affectation, vous ne l'aurez pas. Il y a par contre des espaces Horeca qui sont disponibles. Malheureusement, avec la crise, il y a des Horeca à reprendre. Donc il y a moyen d'encore développer son projet. Mais on pense effectivement qu'il y a moyen de faire évoluer ce mix commercial pour le rendre, comme je l'ai dit, sans doute plus attrayant en termes de commerce-destination. Et puis je crois aussi que l'on va devoir faire connaître cette zone piétonne réaménagée. Et donc on va par exemple mettre en place une campagne de communication, un site internet dédié qui permettra de présenter cette zone réaménagée, qui permettra aussi de comprendre comment y accéder. C'est finalement la zone la plus accessible du pays. Peu de zones commerciales disposent de 3 gares, 6 stations de métro, l'ensemble des moyens de transport, 9 parkings publics à zone proche. Et donc, on veut vraiment vendre cette destination commerciale. Il y a une exception, sur le piétonnier, c'est la Bourse. La place de la Bourse, on pourra quand même faire de l'Horeca. C'est le pourtour de la Bourse, effectivement, qui va voir apparaître le projet Beer Temper. Pour ceux qui connaissent un peu, quand vous voyez les 2 rues parallèles à la Bourse, on a là une belle continuité d'userie commerciale en Horeca. On pense que c'est souhaitable, effectivement, par rapport au projet. J'ai lu que sur ce piétonnier, on voulait plus de loisirs, d'espaces de loisirs. Il y a déjà 2 cinémas, si je ne me trompe pas. Ça veut dire quoi, plus de loisirs? C'est des casinos, c'est des salles de jeu, c'est autre chose? Alors, les casinos, on en a diminué. Il y en avait 9 précédemment, il y en a déjà 2 qui ont fermé. On croit que, par contre, aujourd'hui, des espaces de loisirs, qu'on peut le retrouver dans les galeries en SPAC avec le projet de parc ou le projet Game State dans le Crystal City, sont des offres commerciales qui viennent compléter un mix commercial utilement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans le comportement des consommateurs? Si vous voulez juste acheter un bien que vous connaissez votre taille, vous allez plus facilement commander sur Internet. Quand vous allez faire du shopping, quand vous allez faire une expérience, vous voulez vivre une expérience commerciale. Vous allez en profiter pour effectivement peut-être aller au cinéma, voire dans un autre espace de loisirs, ou profiter pour aller faire un événement culturel et faire vos achats en même temps et profiter d'un Horeca. Et donc c'est vraiment cela qu'on essaie de construire. C'est aussi rendre notre centre-ville plus résilient par rapport à la concurrence des centres commerciaux. On le voit d'ailleurs, et ce n'est pas pour rien, les privés ont tendance à développer cette offre de loisirs dans leurs centres commerciaux parce qu'ils ont compris ce besoin de créer cette expérience shopping et c'est ce que nous voulons faire, pas seulement à travers le loisir, mais aussi à travers la culture et l'événementiel. Alors vous parlez d'expérience shopping, vous parlez de campagne de communication et d'image du centre-ville. Quand on a un commerçant ou un restaurateur qui refuse une personne trans et ça fait la une des journaux, c'est pas une bonne affaire? Non, je crois vraiment, et au nom du collège, on veut vraiment dénoncer cet incident. Nous construisons une ville accueillante où chacun, quelle que soit son identité, quelle que soit son orientation, a sa place et est la bienvenue. Et c'est ce que nous voulons aussi pour nos commerces. J'ai rencontré d'ailleurs le gérant du café incriminé pour lui dire que la ville regretterait vraiment cet incident, ne partageait pas que c'était inacceptable. Honorable. Il doit en tout cas faire prochainement une communication. Nous lui avons effectivement demandé de faire amende honorable. C'est au minimum ce que nous attendons de sa part. Ouais, un mot sur les marchés. Je sais qu'il y en aura un à Laken, un nouveau marché au mois de mars, si je ne me trompe pas. Ce sera le mercredi midi, rue Desmarais. C'est important les marchés, il y en aura d'autres ou pas? Alors, à chaque fois que nous avons des demandes, nous avons souvent des demandes, que ce soit des commerçants, des habitants, d'avoir un marché, mais nous étudions d'abord s'il y a une demande. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de ce marché rue Mellerie. On a d'autres projets dans le quartier Alhambra, par exemple. Et puis, nous essayons de trouver l'offre commerciale qui correspond à la demande du quartier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour ce marché. Nous sommes en train de recruter, de voir quels sont les commerçants qui pourraient être intéressés pour créer ce nouveau marché hebdomadaire, effectivement, à Laken. Mais en 2022, il y aura d'autres marchés qui pourront être lancés ou pas? Il y a celui-là, et on travaille également sur un nouveau marché dans le quartier Alhambra, dans le centre-ville. On va terminer cet entretien en parlant de la Covid-19. On est visiblement en train d'atteindre le pic Omicron, c'est en tout cas ce que nous annoncent les experts aujourd'hui. On va peut-être dans les semaines à venir commencer à parler d'assouplissement des mesures. C'est le comité de concertation évidemment qui décidera. La priorité pour vous, ce serait quoi? On doit réouvrir le secteur de la nuit, parce que c'est important pour les affaires économiques dans une ville comme Bruxelles. On doit plutôt d'abord lever les restrictions qui pèsent sur l'Horeca. Si vous aviez un souhait à émettre et à transmettre à Frank Vandenbroek et au comité de concertation, c'est lequel? Alors le monde de la nuit, certainement, mais pas seulement. Je crois que de manière générale, ce baromètre est un mauvais outil. La priorité, ce serait de pouvoir lever notamment le CST et de se doter enfin d'une stratégie à long terme de gestion de cette crise. Il faut en sortir. Je crois le plus rapidement possible. C'est une position de Fabien Minguin ou une position de défi? C'est une position de défi. Pourquoi? Parce qu'on veut le remplacer par une vaccination obligatoire des personnes à risque. Parce qu'aujourd'hui, mécaniquement, la période va sans doute mieux aller. On l'a connu l'année passée, on voit effectivement que le pic Omicron est derrière nous. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'anticiper la période sans doute d'octobre prochain avec une vaccination obligatoire des personnes à risque et sans doute la fin du CST le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que le CST a montré que ce n'était pas le bon outil pour éviter la propagation du virus. C'est la preuve avec cette 5e vague. Merci beaucoup Fabien Minguin, merci d'avoir été avec nous.